il y a une espèce de légende urbaine à l'effet que la mémoire collective est d'une durée approximative d'environ 3 jours. Si on regarde ça à reculons, 3 jours, ça nous amène à dimanche dernier. Je ne sais pas ce que vous avez fait dimanche dernier, le 14 juin. Vous avez peut-être fait des activités de loisirs. Il faisait très beau, hein? Donc, activités de loisirs, divertissement, des rencontres. Euh, C'était très diversifié, sans aucun doute, chacun de votre côté, mais on avait, tous autant que nous sommes ici, on avait au moins un point en commun. On partageait une chose dimanche dernier, le 14 juin, c'est-à-dire le 5e anniversaire de la date du lancement du plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés. Donc, c'est une journée très importante. D'ailleurs, au dessert, il y aura peut-être du gâteau d'anniversaire pour tout le monde ce midi. Sauf que ce plan-là n'est pas arrivé comme tel en tombant du ciel. À l'origine, il y a eu une consultation publique sur les conditions de vie des aînés qui a eu lieu en 2007. Il y a plus de 400 000 personnes, c'est quand même un nombre très impressionnant, 400 000 personnes donc, qui avaient témoigné, entre autres, de l'existence de la maltraitance envers les aînés et de la souffrance qui était engendrée chez celles et ceux qui la vivent. Le gouvernement, évidemment, avait été sensibilisé aux différents visages que le phénomène de maltraitance pouvait prendre. Et après de multiples travaux préparatoires, des consultations d'experts, le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés, qu'on va surnommer pour la prochaine demi-heure le PAM, c'est son petit nom entre nous, a donc été lancé le 14 juin 2010. La bonne nouvelle, comme a fait un peu allusion la ministre Charbonneau tantôt, c'est que dans le cadre de la politique Vivre et vieillir ensemble chez soi dans sa communauté au Québec, VVE, lui aussi, on va prendre l'acronyme si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc, dans le cadre du lancement de cette politique-là, on a aussi prolongé le PAM jusqu'en 2017. Lors du lancement en 2010, le PAM poursuivait 3 principaux objectifs. Augmenter la vigilance et la connaissance du phénomène, donc faire connaître et reconnaître le phénomène de la maltraitance de la part des personnes aînées elles-mêmes, de leurs proches, des intervenants, de la population en général également. Deuxième objectif poursuivi, intervenir en tenant compte de la complexité du phénomène. Et le troisième, c'était assurer des actions concertées et complémentaires de prévention, de dépistage et d'intervention. 3 objectifs à atteindre. C'était à la base. Il y a 39 mesures qui se sont ajoutées à ces objectifs-là, dont 4 mesures structurantes. La première, l'élaboration et la diffusion d'une campagne de sensibilisation. Le deuxième objectif, la création d'une ligne téléphonique nationale d'écoute et de référence, qu'on connaît également sous son appellation plus répandue, plus populaire, la ligne Aide Abus Aînés. Troisième, la création d'une chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Et quatrième objectif, la mise en place de coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de maltraitance envers les personnes aînées dans chacune des régions du Québec. Il y a 3 mécanismes qui ont également été instaurés pour assurer le suivi du plan d'action. Le comité interministériel, comité de suivi de la mise en œuvre des mesures du PAM composé de différents professionnels des ministères impliqués, ministères et organismes impliqués, et un forum annuel des partenaires, l'événement, bien sûr, qui nous réunit aujourd'hui. Au total, donc, depuis le lancement en 2010, il y a 12 partenaires ministériels et différents organismes qui sont engagés dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées, qui se partagent donc la responsabilité des 39 mesures. Je pense qu'il est important de prendre quelques secondes pour nommer les partenaires. Il y a le ministère de la Famille, bien sûr, via le secrétariat aux aînés, le curateur public du Québec, l'Office des personnes handicapées du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique, il y a l'Autorité des marchés financiers, le secrétariat à la condition féminine, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la Société d'habitation du Québec. Maintenant, le portrait actuel de l'état d'avancement des 39 actions nous indique que il y en a 8 d'entre elles, ce qui représente 21% des actions sur les 39, qui sont complétées. On pense entre autres aux lois 14 et 16, qui ont été toutes les deux sanctionnées en novembre 2011.
La première modifiait, la 14, donc modifiait le Code civil en cas de résiliation du bail d'un logement. Puis la deuxième, le projet de loi 16, venait resserrer le processus de certification des résidences. On pense également aux nombreux dépliants, les dépliants d'information qui ont été développés par les différents partenaires qui ont été diffusés largement. Je pense entre autres à l'AMF, l'OPHQ, le Secrétariat à la condition féminine, le curateur public, etc. Dans les 39 actions, il y en a 16, donc 41 qui se poursuivent de façon continue. On pense entre autres aux actions structurantes qui poursuivent leur activité, la chaire de recherche, la ligne aide à BUNE, les coordonnateurs régionaux et les campagnes de sensibilisation. Et enfin, il y en a 15 d'entre elles qui sont en cours de réalisation, dont certaines seront complétées sous peu. Puis je vais prendre le temps de souligner plus précisément plusieurs de ces actions un petit peu plus tard dans ma présentation. Lors du lancement en 2010, le PAM prévoyait initialement une démarche d'évaluation transversale qui permettrait d'avoir une vue d'ensemble sur la mise en œuvre du plan comme tel et sur les effets mesurables des 39 mesures. Démarche d'évaluation qui est actuellement en cours. L'ensemble de la mise en œuvre du PAM est évalué avec une attention particulière qui est portée aux mesures structurantes dont on a parlé précédemment. Les données préliminaires sont concluantes et dressent jusqu'à maintenant un bilan ou un portrait, devrais-je dire, assez positif. L'implantation de la mesure des coordonnateurs régionaux, c'est une grande force, a eu un effet décisif sur la mobilisation au niveau régional et la construction de réseaux et de structures régionales qui sont concertées pour faire la lutte contre la maltraitance. Le maintien d'un volume important d'appels également en provenance de la population et de consultations téléphoniques en provenance de professionnels témoigne vraiment de la pertinence de la ligne aide abus aînés auprès des clientèles visées. Puis on assiste également à une synergie croissante entre les autres mesures du PAM. Alors, on va passer aux 4 mesures structurantes du PAM. On va les regarder une par une. Depuis le début du PAM, il y a 3 campagnes de sensibilisation sur la maltraitance qui ont eu lieu. Les 2 premières, on voit sur l'acétate leur date de diffusion. Vous vous en rappellerez sans doute, ça avait marqué quand même relativement fort, c'était la campagne avec Yvon Deschamps au départ. Puis la 3e campagne, elle, s'est déroulée du 31 mars au 5 mai 2013 avec la diffusion de la publicité « Avec la maltraitance, la vie est moins rose que l'on pense ». La stratégie, ça a été de montrer la détresse des personnes aînées qui vivent des situations de maltraitance, que ce soit physique, psychologique, financière. La campagne, en plus de la campagne qu'on a vue, là, grand public, il y avait différentes composantes médias, messages télévisés évidemment, messages radio, des affiches, des signets, publicité dans les journaux, les magazines, des bandes web, etc. Et les résultats de cette 3e campagne-là sont fort positifs. Les sondages avant et après campagne qui ont été réalisés par la firme Somme Recherche et Sondage nous indiquent différentes données fort intéressantes, dont le fait que plus de 60% des répondants estiment que les publicités les ont amenés à réfléchir à la façon de traiter les aînés, et près de 40% des répondants disent que les publicités les ont amenés à penser que certains aînés de leur entourage pourraient être victimes de maltraitance. Autre effet, les appels à la ligne aide abus aînés ont nettement augmenté durant et après la 3e campagne en question. La ligne a traité environ 400 appels dans le mois qui précédait le lancement de la campagne, tandis que pendant la diffusion de la campagne, en avril 2013, ça a doublé. La ligne a traité près de 800 appels. À noter également, le dernier point, que lors de la 9e édition des prix CREA, la campagne a remporté un prix dans la catégorie service public. Pour ceux qui ne sont pas très familiers, le concours des prix CREA s'est organisé par Infopresse, une revue spécialisée dans le domaine des publicités et médias. Ça récompense les meilleures publicités québécoises de l'année. 2e mesure structurante, la ligne aide abus aînés, qui est une ligne nationale d'écoute de référence en matière de maltraitance, qui a été mise en opération le 1er octobre 2010, dans le cadre, évidemment, du PAM.
Elle est opérée au C3S Cavendish de Montréal. C3S qui a été choisi pour opérer la ligne, car il opérait déjà une ligne à cette époque-là, une ligne bénévole d'écoute et de référence en maltraitance, et car il était reconnu également pour son expertise dans le domaine de la maltraitance. La ligne offre un service gratuit, bilingue, confidentiel, tous les jours de la semaine de 8 h à 20 h, et offre aussi un service de consultation professionnelle au soutien aux intervenants. La population générale, qu'elle soit aînée, un proche ou toute autre personne qui se préoccupe d'une situation de maltraitance, peut rejoindre la ligne en composant le numéro que vous voyez, 1-888-489-ABUS ou 2287, pour des services d'information, d'écoute, de soutien et évidemment de référence aux besoins. Lors de la mise en opération, il avait été estimé que la ligne traiterait un nombre d'environ 3000 appels par année. En date du 31 mai, donc c'est quand même relativement récent, il y a 19 494 appels de la population qui ont été traités par la ligne, ce qui signifie en moyenne 4 177 appels par année. Ça, c'est 28 de plus que ce qui était prévu initialement. Parmi les situations de maltraitance qu'on répertorie au sein des appels reçus, il y en a 30 qui concernent des situations de violence psychologique, 29 qui concernent des situations d'exploitation financière et matérielle et 15 qui concernent des situations de violation des droits. La ligne a également répondu à 1110 appels de consultation professionnelle depuis sa mise en opération, une moyenne donc de 238 appels par année à ce niveau-là. Et c'est un chiffre qui tend à croître parce que le service de consultation professionnelle est de plus en plus connu. Troisième mesure structurante, les coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de maltraitance. La mesure des coordonnateurs en matière de maltraitance est une mesure majeure de par la coordination et la concertation des partenaires régionaux et locaux impliqués dans la lutte contre la maltraitance qu'elle permet, vous l'aurez deviné bien sûr, dans chacune des régions du Québec. On a actuellement un total de 19 postes de coordonnateurs régionaux, dont 17 sont répartis sur le territoire. Il y en a une qui est dédiée à la clientèle des personnes aînées des Premières Nations et l'autre à celle des communautés culturelles. Et il y a la région de Terre-Cree de la baie James qui est actuellement en processus de recrutement. Depuis le 1er avril 2015, les coordonnateurs continuent d'être localisés dans chacune des régions identifiées au réseau de la santé et des services sociaux, mais depuis le début avril, depuis le début en fait de la nouvelle année financière, ils relèvent du secrétariat aux aînés du ministère de la Famille, à l'exception de la région du Nunavut et de la coordonnatrice aux Premières Nations, dont les structures d'appartenance n'ont pas été modifiées avec la restructuration dans le domaine de la santé, donc demeurent rattachées au secteur de la santé. En tant que spécialistes de la problématique de la maltraitance envers les aînés dans leur région, les coordonnateurs régionaux ont pour mandat de générer et de soutenir la concertation entre les acteurs institutionnels, communautaires, privés également, dans leurs régions respectives, d'outiller les intervenants des équipes multidisciplinaires dans l'intervention auprès des aînés qui sont victimes et de coordonner la mise en œuvre d'actions concrètes de lutte à la maltraitance dans sa région. Parmi la foule d'initiatives issues du travail de concertation des coordonnateurs régionaux, il y a plusieurs réalisations qui sont à souligner. On pense notamment à l'élaboration et la mise en place de plans d'action régionaux à partir de diagnostics dans chacune des régions du Québec, où plusieurs acteurs locaux et régionaux s'unissent pour lutter contre la maltraitance. On pense aussi à l'élaboration de répertoires de ressources régionales en matière de maltraitance, la contribution aussi à la mise sur pied de tables régionales dédiées à la lutte contre la maltraitance, à l'élaboration et au déploiement du guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. Ça, c'est une réalisation qui est magistrale, qui est majeure, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus tard. Il y a également la diffusion d'activités de sensibilisation, de formations diverses, et tout ça avec une attention particulière aux clientèles des Premières Nations et des communautés culturelles. Enfin, la quatrième mesure structurante prévue au PAM, c'est la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Comme vous êtes en mesure de le constater, on a sorti quelques statistiques seulement. Évidemment, c'est beaucoup plus complet que ça. Il y a quand même 16 projets de recherche qui ont été complétés, 26 projets qui sont en cours actuellement, 71 écrits, 33 articles scientifiques, 2 livres, 10 chapitres, 7 manuels de formation, 169 conférences données
ici et à travers le monde. Évidemment, c'est des statistiques qui sont vraiment révélatrices, je devrais dire, du travail accompli. Puis je vais prendre quelques secondes pour saluer le travail de Mme Marie Beaulieu, qui est la titulaire de la chaire de recherche. Son équipe également de collaborateurs qui travaillent ardemment, avec beaucoup de conviction et d'engagement auprès d'elle. C'est un engagement qui favorise une meilleure connaissance de la maltraitance envers les personnes aînées. C'est une expertise qui est développée, qui est reconnue tant au Québec qu'à l'international, partout à travers le monde. Félicitations, bravo, Mme Beaulieu. On est vraiment très heureux de votre travail. Au niveau du transfert des connaissances, toujours avec la chaire de recherche, la chaire a identifié et diffusé au fil des ans 153 heures de formation sur la maltraitance dans différents programmes d'établissements, que ce soit universitaire, collégial, secondaire, principalement auprès des étudiants en travail social, en gérontologie, en victimologie. Et également, il y a la mise sur pied de son site Internet qui permet l'accès à une foule d'informations, que ce soit des projets de recherche, des publications, des résumés de publications, des entrevues, des actualités. Bref, ça bouge beaucoup de ce côté-là. On vous a laissé sur l'acétate, si vous ne l'avez pas déjà consulté, l'adresse pour aller joindre le site Internet en question. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour de ce côté-là. Pause haut, quelques secondes. On va enchaîner avec le bilan, peut-être de façon un petit peu plus concrète. 12 partenaires ministériels, des organismes engagés dans la lutte contre la maltraitance. Évidemment, ça représente plusieurs réalisations très terrain, très concrètes. On va en donner quelques-unes pour souligner le travail qui a été fait, quelques-unes à souligner parmi, évidemment, beaucoup d'autres qui existent au Québec. Donc, on va y aller, on va tracer le bilan du PAM, je devrais dire, par le biais de ses principaux axes. Donc, dans l'axe « Développer les connaissances en matière de maltraitance », il y a le travail en cours, le travail qui est actuellement en cours, qui fait le recensement des bonnes pratiques pour s'assurer du bien-être des personnes aînées dans le milieu du logement social et communautaire. Ça, c'est une initiative de la Société d'habitation du Québec. La recension des écrits et portraits statistiques qui est en cours également sur le sujet de la maltraitance envers les personnes avec incapacité. Travail très prometteur du côté de l'Office des personnes handicapées du Québec. Et il y a aussi le document « La criminalité au Québec en 2013 ». Principale tendance publiée en mars 2015. Ça contient des statistiques policières en matière de criminalité envers les personnes aînées. C'est placé sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique. Dans l'axe accroître l'information sur les services et recours offerts aux personnes aînées en situation de maltraitance, on peut souligner, entre autres, plusieurs formations dispensées par différents organismes, là, comme la CDPDJ, la ligne Aide à but aîné, les coordonnateurs régionaux, un inventaire des mécanismes de plainte, de recours réalisés et diffusés par l'OPHQ, et comme j'ai fait allusion un petit peu tantôt, plusieurs dépliants qui ont été diffusés. À titre d'exemple, la ligne Aide à but aîné a diffusé « La maltraitance, ça existe », l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, « La confiance, ça se mérite », le curateur public en cas d'inaptitude qui sera là pour vous, et les agressions sexuelles contre les personnes aînées existent et marquent profondément. C'est le secrétariat à la condition féminine qui était responsable de cette publication-là. Dans l'axe améliorer l'offre de formation et mieux outiller les intervenants, soulignons notamment le guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, qui est donc une réalisation majeure qui date de 2013-2014. Son élaboration, c'est une initiative des coordonnateurs régionaux de la capitale nationale, Robert Simard, qui est au fond de la salle, et de l'Estrie, Paul Martel, qui est ici devant nous. C'est un ouvrage, je le disais tantôt, vraiment exceptionnel, c'est colossal. C'est 450 pages, mais malgré le fait que ça ait 450 pages, c'est quand même facile d'utilisation. C'est présenté sous forme de fiches. C'est une rédaction qui est un travail de longue haleine, qui s'est échelonné sur 20 mois, qui fait actuellement l'objet d'un déploiement provincial dans le réseau de la santé et des services sociaux qui a débuté en 14-15 par l'entreprise de nos coordonnateurs régionaux spécialisés en matière de maltraitance. En date de très récemment, là, du mois de juin 2015, là, ce qui est le plus à jour, il y a 11 régions qui ont entamé des formations d'appropriation du guide de référence, donc 210 formateurs qui ont été formés, et 2519 personnes
qui ont été par la suite formés, dont 1055 intervenants, 185 gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux et 1279 partenaires multisectoriels et bénévoles dans 9 régions du Québec. Le guide de référence est actuellement en révision en vue de sa 2e édition. Au début de l'année 2016. Il va être publié sur le site Internet du ministère de la Famille à ce moment-là. Il y a 26 partenaires qui ont contribué à sa révision, ce qui illustre quand même très bien le travail de concertation, de collaboration dont on parlait tantôt, des coordonnateurs régionaux, dont ils sont le principal pivot. C'est reconnu comme un ouvrage de référence bien entendu au Québec et ça commence tranquillement à être reconnu également à l'international. Alors, c'est un travail vraiment exceptionnel qui a été fait de ce côté-là. Maintenant, toujours dans l'axe améliorer l'offre de formation et mieux outiller les intervenants, il faut également la peine de souligner les formations des intervenants du réseau de la santé et des services sociaux qui ont été déployés par la ligne Aide à but aîné. Ça se poursuit. Depuis son lancement en octobre 2010, il y a 852 intervenants qui ont été formés à travers 62 formations diffusées dans 16 régions du Québec. Un atelier thématique sur la maltraitance envers les aînés a été introduit au nouveau programme de formation initiale à l'école de police. Ça, c'est sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique. Il y a une formation qui vise à accroître les connaissances sur l'inaptitude et les mesures de protection qui est déployée auprès d'une centaine d'intervenants du réseau de la santé et des services sociaux par année par le curateur public en collaboration avec le ministère de la Santé et des services sociaux. Et il y a 77 formations sur l'échange de renseignements confidentiels qui ont été diffusées par le ministère de la Justice du Québec auprès des intervenants en C3S, les corps de police, les institutions financières, évidemment les procureurs dans les différentes régions du Québec. Dans l'axe renforcer et étendre les actions afin de mieux contrer la maltraitance, il y a des mesures majeures qui ont été mises sur pied. La mise en place d'une équipe d'intervention spécialisée en matière de lutte contre l'exploitation des personnes âgées à la CDPDJ. Voilà. Le renforcement de l'équipe d'enquêteurs du curateur public du Québec pour traiter les plaintes et les signalements concernant les personnes inaptes et vulnérables. Il y a eu le dépôt du projet de loi qui renforçait la réglementation des résidences privées sous la gouverne du ministère de la Santé et des Services sociaux. L'implantation progressive des nouvelles orientations de la politique sur la tutelle et la curatelle privée des majeurs inaptes. Et, bien entendu, puis ça, on va en reparler évidemment davantage, le projet pilote d'entente socio-judiciaire qui est en implantation là, depuis l'année dernière dans la région Mauricie, centre du Québec, avec un paquet de partenaires impliqués. Dans l'axe « Intensifier la concertation afin de mieux prévenir, dépister et intervenir », soulignons les divers mécanismes mis sur pied, dont nos fameux coordonnateurs régionaux, la poursuite de la mise en œuvre des tables locales en matière de maltraitance, dont 45 tables locales de concertation dédiées, 61 tables locales de concertation qui traitent de la problématique de maltraitance, le comité interministériel, le comité de suivi de la mise en œuvre des mesures du PAM qui est composé de nos principaux professionnels et le forum des partenaires qui nous réunit, je le rappelle encore une fois, aujourd'hui. J'aurais pu continuer encore un petit peu longtemps, mais on va ralentir l'enthousiasme et les ardeurs. On va arrêter ça là. On m'a demandé quand même de faire un simple survol quand même assez rapide. Je veux conclure en vous disant que le mot maltraitance, c'est un terme générique qui est couramment utilisé dans la francophonie internationale. Il existe plusieurs manières de définir la maltraitance qui s'exerce à l'encontre des personnes aînées. Le Québec a fait l'exercice de se pencher plus précisément sur une conceptualisation de la maltraitance qui serait propre à notre réalité, à la réalité québécoise. Il y a plusieurs acteurs, des experts qui ont été consultés lors de l'élaboration du PAM afin d'arrêter ensemble une définition de la maltraitance, une définition qui a été retenue, qu'on retrouve à la page 17 du plan d'action, et qui se lit comme suit. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. Le 4e forum des partenaires pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées, comme vous le savez, est placé sous le thème de la lutte contre la maltraitance vers une culture de bientraitance. Comme le disait un peu à sa façon la ministre Charbonneau tantôt, l'absence de maltraitance ne garantit pas l'instauration de la bientraitance et ce n'est pas parce que la bientraitance est instaurée que la maltraitance n'existe plus.
en juxtaposant le thème c'est-à-dire le terme bientraitance à celui de la maltraitance pour le 4e forum. Il ne s'agit pas de mettre fin à nos efforts de lutte contre la maltraitance, mais bien de travailler en parallèle à promouvoir une culture de bientraitance de nos aînés au Québec. Donc, la présentation de cet avant-midi, c'est un bel exemple de poursuite des efforts concertés dans la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Comme on le disait tantôt, après la pause, l'équipe de la Mauricie Centre du Québec va vous présenter l'initiative qui est très novatrice, le projet d'entente sous-judiciaire qui a été développé dans leur région, dont les résultats de la première année du projet pilote sont vraiment très concluants. En après-midi, il y aura une réflexion plus collective, je dirais, sur le concept de bientraitance des personnes aînées et des applications au Québec. Mme Marie Beaulieu va introduire le concept de la bientraitance en faisant un lien avec celui de la maltraitance. On va transiter tranquillement. Et M. René Villemur va animer ensuite l'atelier qui va permettre de réfléchir ensemble sur la notion de bientraitance. Je termine donc en saluant votre présence. Je vous souhaite un excellent forum avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de votre engagement qui est démontré sans cesse, continuellement, au fil du temps. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci.